Donc, un regard très différent, c'est un regard de didacticien, c'est un regard de quelqu'un qui s'interroge sur les contenus, qui s'interroge et qui pose des questions en menant des recherches à caractère explicatif, d'une part, ou des recherches plus prospectives par rapport à des contenus nouveaux qui seraient à intégrer dans un cursus scolaire. Et ce regard de didacticien, il va être complété par un point de vue que l'on appelle dans notre langage curriculaire, un point de vue curriculaire, c'est-à-dire un point de vue qui interroge le parcours en termes de quelque chose de programmé que va vivre l'élève au cours de sa scolarité. Et c'est ce croisement entre le regard didacticien et le regard ou le point de vue curriculaire que je vais aborder cet après-midi. Mon exposé sera en fait constitué de deux parties. Une première partie est davantage un exposé plus théorique sur qu'est-ce que pourrait être un curriculum de l'EDD, en partant du principe qu'il n'existe pas encore un système organisé, cohérent et programmé d'éducation et développement durable dans l'enseignement, je précise bien dans l'enseignement général et obligatoire. Donc, comment questionner ce curriculum possible de l'EDD? Et cette première partie va m'amener à une deuxième partie qui va se poser davantage en contribution de l'éducation scientifique et technique à l'éducation de développement durable, donc le regard didacticien des sciences, et donc la question des SVT, puisque c'est l'objet du rassemblement d'aujourd'hui. Alors, porter un regard et questionner d'un point de vue curriculaire ce qui serait à élaborer, c'est poser des questions sur trois plans, trois registres différents. Le premier serait le plan du politique, politique dans le sens éducatif, hein, cette fois-ci. Et je parle bien, moi, d'éducation au développement durable, et pas du tout sur le même registre que Yvette verrait tout de suite, hein, sur le développement durable. Là, je parle éducation, développement durable. Quel est le type de question du point de vue de la politique éducative relative à cette éducation? Déjà, il faut faire une rapide mise au point sur la façon dont on conçoit le développement durable, mais depuis ce matin, je n'ai rien entendu de contradictoire dans tous les exposés des intervenants. Donc le développement durable, effectivement, comme un projet politique de société, le développement durable comme un processus. Et le mot processus, pour moi, va être important. Si c'est un projet de société, il y a bien sûr des débats, il y a des compromis successifs, ce qu'a rappelé Yvette Verret avec son historique hein, sur l'idée de développement durable. Donc une série de compromis politiques entre des communautés aux intérêts divergents, et ces compromis sont évolutifs, c'est-à-dire ils ne sont pas stabilisés, même s'ils commencent effectivement d'abord à Rio, hein, mais ensuite ils continuent et ça évolue en permanence. Donc on a quelque chose qui fluctue et qui est plutôt dans une dynamique et pas un objet stabilisé. Et pour le point de vue éducatif, c'est vraiment important. Et donc on pourrait chercher à mettre en avant et chercher à dévoiler les intérêts et chercher à analyser les arguments des uns et des autres. Et on va poser des questions en termes d'enjeux. Le terme enjeu aussi va être important puisqu'il va s'opposer quelque peu, et je vais vous expliquer pourquoi après, à la conception en piliers. Et une fois qu'on s'est à peu près mis d'accord sur ce que pourrait être le développement durable, il faut arriver à définir les missions de cette éducation. A priori, c'est aux décideurs politiques de définir une politique éducative, donc de définir les missions. Actuellement, on ne peut pas dire que ces missions pour cette éducation soient vraiment clarifiées, délimitées, et donc il y a un travail prospectif à faire. Alors, rapidement, en se basant principalement sur les apports de la commission Bréjon, on peut en définir deux grandes missions. Ce serait d'abord une mission de participation. L'école participe au projet de transformation de la société. Et donc faire participer les élèves à ce projet de transformation. La deuxième mission qui peut se dégager, là aussi hein, d'une lecture du rapport Bréjon, mais pas simplement, c'est une mission de préparation des acteurs à leur futur rôle dans la société.
Et ces deux missions peuvent devenir à ce moment-là des missions éducatives. Une fois qu'on a posé les questions des missions dans ces termes, va se poser la question de la stratégie éducative qui doit être mise en place et qui doit chercher à être cohérente avec les missions ainsi délimitées. Là, le laboratoire auquel j'appartiens a longtemps travaillé sur des élaborations de curriculum et pour ce faire a mobilisé des travaux, en particulier des travaux anglo-saxons sur l'élaboration du curriculum, le National Curriculum anglais. Et là, je fais référence aux travaux de Ross en particulier. Ross a démontré que pour piloter, analyser ou concevoir un curriculum, il y a 3 modes, et ces 3 modes sont en tension, voire en opposition, ou en tout cas sont difficilement compatibles entre eux. D'où le fait qu'on n'a pas ici de représentation en triangle, mais en plans qui sont dans des espaces différents. La façon la plus coutumière, en tout cas dans le système français, c'est un pilotage curriculaire par des contenus organisés en discipline ou matière pour le primaire, c'est des matières, et en discipline pour le second degré. La deuxième manière de piloter un curriculum, c'est de définir des objectifs en termes de compétences. Et on voit actuellement l'introduction des compétences dans le système éducatif français avec tous les bouleversements que ça occasionne. La troisième manière, c'est de piloter un curriculum par le côté expérientiel qui est proposé à des élèves. On a donc des actions d'expérience éducative que l'on va proposer aux élèves de faire vivre à des élèves, en s'inspirant un peu des stratégies éducatives proposées par exemple par Dewey depuis fort longtemps. Mais si ces 3 pôles sont en tension, ça veut dire qu'il est difficile de les articuler. On arrive assez bien à les faire concorder 2 à 2, mais les 3 ensemble paraît très difficile. Pourquoi? Parce que selon les pôles que vous prenez, vous centrez le curriculum soit sur le produit, c'est-à-dire par exemple les savoirs déclaratifs, ou sur le processus. Et que l'on centre sur le produit ou sur le processus change complètement l'affaire et crée une opposition qui est difficilement tenable. En tenant compte de ces caractéristiques, on est amené à proposer un choix programmatique. Qu'est-ce qu'il existe comme possibilité qui soit cohérente avec la stratégie que l'on cherche à mettre en évidence et qui soit cohérente aussi avec les missions délimitées? La première, ça serait un enseignement du développement durable. On fait du développement durable un objet d'enseignement comme un autre. Mais ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a une marge très importante, voire un fossé, entre savoir et faire, savoir et agir. Ce n'est pas parce que l'on sait que l'on fait, et c'est tout à fait trivial de dire que, par exemple, on sait que fumer donne le cancer, ça n'empêche pas de fumer. Donc le problème n'est pas simplement de savoir. Et là, on peut mettre en avant l'idée de responsabilité, au sens que lui donne Weber, c'est-à-dire le fait de s'être approprié les enjeux, mais d'être aussi enclin à agir. Et c'est contradictoire avec l'idée de vouloir mettre en place une éducation d'attitude. Je dis attitude et pas comportement, comme ça a pu être évoqué ce matin. Une autre possibilité, ça serait de greffer l'idée de développement durable dans les matières existantes, dans les disciplines existantes, greffe dans le sens biologique du terme, avec eh bien, les deux possibilités. Une greffe, ça peut réussir, et donc c'est pas forcément négatif, parfois ça marche, mais ça peut être aussi rejeté, parfois ça ne marche pas. Et on laisse souvent en fait à l'élève à ce moment-là, eh bien, comment dire, la possibilité que pour lui ça fonctionne ou pas. Et donc on renvoie sur l'élève, sur celui qui apprend, la responsabilité, en fait. Mais il y a aussi des héritages à assumer, à prendre en compte, et on peut regarder ce qui s'est fait au cours des actions éducatives de l'éducation à l'environnement, EE pour éducation à l'environnement. Il y a tout un savoir-faire, tout un ensemble de pratiques éducatives qui ont été mises en place dans le système éducatif français
même si, effectivement, l'éducation et le développement durable, ce n'est pas complètement la même chose, loin de là, et même si, on l'a dit ce matin avec raison, c'était souvent plutôt des enseignants militants qui portaient l'éducation à l'environnement. Et il y a eu essoufflement, parce que le militantisme, avec ses dérives, mais aussi l'essoufflement des porteurs. On peut regarder aussi ce qui s'est fait du côté des actions éducatives en éducation à la citoyenneté, EC pour citoyenneté, pris dans le sens de François Odigier, qui a été évoqué aussi ce matin, ou de Nicole Tutio, par exemple. Et on va essayer de concevoir des actions éducatives qui tiennent compte de cet héritage. Et ces actions éducatives, elles resteraient à définir et à délimiter. Mais si on les prend centralement, vous voyez, je reprends le schéma de Ross, je le retourne, c'est-à-dire je mets dans le haut les actions éducatives et je vais vous expliquer pourquoi. Ces actions éducatives, elles sont adisciplinaires. Le pourquoi, le pourquoi, c'est pour répondre à la mission qui est la mission de participation. Participer, c'est pas simplement entendre parler d'eux, c'est forcément agir. Et donc, si cette mission est centrale, on doit le prendre centralement dans notre façon de poser les questions. Alors, on les dit, on les caractérise comme étant adisciplinaires, non pas pour nier l'existence des disciplines, je vais y venir tout de suite, mais pour simplement insister sur le fait que agir dans le cadre d'actions de développement durable existant dans et hors l'école, ce n'est pas une question de discipline scolaire ou de discipline académique ou universitaire. On agit vraiment pour le développement durable. Si on transforme l'établissement scolaire comme lieu de mise en œuvre, par exemple, du développement durable, on participe vraiment au développement durable. Mais on ne peut pas se contenter de faire des actions de ce type à l'école, parce qu'il faut absolument tenir compte de la structuration qui existe, avec son intérêt, qui est l'organisation en discipline ou en matière. Et donc on va poser la question en termes de contribution de ces disciplines ou matières à l'éducation au développement durable. Il ne s'agit pas de renier et de nier complètement l'intérêt des disciplines scolaires dans le sens où elles disciplinent l'esprit, tel que le mot discipline veut dire. Et aussi, on va le voir dans leur façon d'interroger le monde. Les disciplines interrogent d'un certain point de vue le monde et nous apportent un certain type de réponse. Le troisième pôle, ça serait celui des investigations multiréférentielles de façon multiréférentielle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attribuables à une seule référence disciplinaire ou de rationalité, mais multiréférentielle d'enjeux de développement durable. Si je détaille un peu ces trois pôles rapidement. Les actions éducatives adisciplinaires, qu'est-ce qu'elles permettent? Alors d'abord, elles sont extrêmement variées. Il existe déjà actuellement une très grande diversité d'actions qui sont menées dans le primaire, en collège ou en lycée. Chacune peut être intéressante, mais chacune est partielle. Et donc, du point de vue éducatif, l'élève qui va vivre cela n'a qu'un point de vue particulier ou découvre un aspect des choses simplement. Les modalités diversifiées ont l'intérêt de traiter certaines des échelles d'espace, E pour espace, T de temps et C pour complexité. Donc l'élève va rencontrer ces questions d'échelle, d'espace, de temps et de complexité, mais jamais d'une façon systématique. Il y a des montages d'actions partenariales avec l'extérieur de l'école ou à l'intérieur de l'école qui sont effectués. Et là, pour les enseignants, ça pose un certain nombre de questions, car ça nécessite pour eux la maîtrise ou l'acquisition de certaines compétences qu'ils n'ont pas dans le système de formation actuel, dans l'état actuel des choses en tout cas. Les élèves, en vivant ces actions éducatives, vont vivre aussi et vont apprendre à réguler démocratiquement, collectivement, les actions entreprises, parce qu'il va falloir faire des choix, il va falloir décider. Et ce qui paraît important, c'est une éducation qui envisage les conséquences des choix et des actions que chacun mène individuellement ou collectivement. Et en vivant ces actions,
réelle et effective de développement durable. Les élèves développent chez eux ou s'approprient ce que Emmanuel Bourdieu, le fils de Pierre, appelle des dispositions. C'est-à-dire en fait un ensemble d'attitudes qui va rendre la personne enclin à faire ou ne pas faire tel ou tel geste, et ce de façon effective pour l'avenir, à condition que ce soit renforcé régulièrement au cours d'un parcours. C'est l'idée qu'il se passe autre chose à l'école que simplement un rapport intellectuel aux choses. On incorpore des choses de façon inconsciente. Mais je l'ai dit, ces actions sont insuffisantes en tant que telles parce qu'il va manquer un certain nombre de choses. Et donc il peut être intéressant de mettre en place des investigations sur des questions de développement durable qui mettent en place des démarches pluridisciplinaires qui vont permettre, par exemple, de déterminer les parties prenantes d'une question donnée, et puis surtout délimiter les îlots de rationalité. Là, je reprends le terme de Gérard Fourez, mais qui le mettait au singulier. Le mettre au pluriel reconnaît qu'il y a différentes rationalités. Ça peut être des rationalités scientifiques, techniques, économiques, juridiques, éthiques, et d'autres aussi. Rationalité professionnelle, les rationalités par exemple de l'éducateur, de l'enseignant, n'est pas la rationalité du décideur ou du manager. Et ces démarches visent à s'approprier les enjeux véritables, à déterminer les enjeux véritables. Mais ces enjeux véritables, là de façon beaucoup plus systématique, aux différentes échelles de temps, spatial et de complexité. Et puis surtout déterminer les conflits de rationalité potentielle. On dit souvent, de façon un peu injonctive comme ça, il faut faire du pluridisciplinaire ou c'est transdisciplinaire. Oui, mais on l'a vu ce matin avec l'exposé de Benoît, que je cherche des yeux, qui est là-bas. Selon le domaine disciplinaire, on va avoir des rationalités qui peuvent être en conflit. Il a très bien montré sur la question du réchauffement climatique. Il y a les modèles des géographes, il y a les modèles des physiciens, il y a d'autres modèles aussi, et ces modèles ne sont pas forcément convergents. Il y a des conflits potentiels. Et donc, avoir des approches multiréférentielles et pluridisciplinaires n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas un allant de soi. Il y a des conflits qui vont être à prendre en compte au sein de ces équipes. Et puis, ces investigations doivent permettre de déterminer les leviers de l'intervention. Sur quoi on peut agir aujourd'hui pour un avenir choisi selon la formule un peu trop galvaudée. Cela va permettre aussi d'identifier des indicateurs. L'idée d'indicateur est tout à fait essentielle parce qu'on ne peut pas mettre en place des actions sans qu'il y ait des indicateurs, des effets de cette action, et de façon à pouvoir évaluer les effets de l'action, de façon aussi à pouvoir remédier et revenir sur l'action, voire la transformer en cours de route. Donc l'idée d'indicateur est également quelque chose de très important. Alors les disciplines, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter dans ce cadre-là? Je vais simplement prendre très rapidement 3 exemples, puis après je vais focaliser sur la contribution des sciences de la vie de la Terre, puisque c'est l'objet du colloque. Chacune des matières ou disciplines apporte quelque chose. Là, c'est simplement 3 exemples, et il pourrait être important pour les disciplines scientifiques d'apporter leur savoir-faire, leur façon de penser, leur façon d'interroger le monde par les modélisations. Alors, les modélisations permettent de déterminer les effets, de déterminer les leviers de l'action, de conceptualiser. Cela permet aussi d'anticiper et donc de prévoir. Et puis il y a un nouveau type de modèle qui se met en place et qui sont des modèles d'accompagnement qui permettent d'aider à décider quelque chose et à choisir parmi plusieurs possibles. La technologie a une place importante à tenir dans cette histoire. On n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui est complètement concerné, ce domaine-là, par l'idée de développement durable. Et les démarches mises en œuvre de façon coutumière en technologie, comme celle de cycle de vie des objets, des analyses systémiques, des projets de réalisation,
ont des choses à apporter à cette éducation de développement durable. Et enfin, mais là je ne vais pas reprendre ce point qui a été complètement détaillé par Yvette Verret précédemment, les géographes bien sûr, mais d'autres disciplines auraient également des choses à apporter. Avant de passer à la deuxième partie, il reste à préciser un peu la façon dont on doit entendre la question ou poser la question des savoirs dans ce cadre-là. Il y a des savoirs qui sont liés au développement durable, il y a même des savoirs qui sont très élaborés, compliqués, mais ils ont certaines caractéristiques qui les distinguent des savoirs coutumiers auxquels les enseignants ont davantage l'habitude d'avoir affaire. Ces savoirs, Jolivet les qualifie d'hybrides. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils sont hybrides selon trois registres différents. D'abord parce que, bien souvent, ces savoirs comportent en eux-mêmes le concept et le projet d'action. Si je prends la biodiversité, mais ça va être développé tout à l'heure, on a cette idée-là, puisqu'on a très vite l'idée de pilotage de la biodiversité qui va se poser. Si je prends l'idée de bilan carbone, d'équivalent carbone, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de changement climatique, etc., de ressources, de vulnérabilité qui est un concept qu'on retrouve très souvent dans l'ensemble des disciplines académiques relatives et qui s'interrogent sur le développement durable. On voit bien qu'on est à la fois dans un concept mais aussi dans une question d'action. C'est hybride aussi parce qu'aucun de ces concepts ne peut appartenir de façon pure à un domaine disciplinaire, que ce soit par exemple le domaine scientifique et technique ou le domaine des sciences humaines et sociales. On est quelque chose qui est dans une intersection, qui est dans un ailleurs. Troisième niveau d'hybridation, c'est qu'ils comportent tous des enjeux politiques au-delà des enjeux scientifiques et qu'ils gardent en eux-mêmes et de façon irréductible une part d'idéologie très forte. Il est courant de dire, grâce aux travaux de Guy Rumler en particulier, de dire qu'il y a toujours une part d'idéologie dans un concept scientifique, mais cette part d'idéologie, les sciences tendent à l'éliminer progressivement. Ici, il me semble, mais en accord avec Jolivet, que cette part idéologique, elle est irréductible, parce qu'elle est constitutive, en fait, de la naissance du terme, ou la naissance du concept. Alors, si on s'interroge sur les SVT, quelles contributions les SVT peuvent-elles apporter à l'éducation et au développement durable? J'ai mis le T entre parenthèses parce que je ne vous parlais que de sciences de la vie. Et c'est une question aussi de légitimité personnelle, pour ne pas parler tout de suite de géosciences, mais qui seraient également concernées. Alors, on a quand même quelques repères que je vais évoquer rapidement. Par exemple, le rapport PISA, il y a quelques années, il faut chercher à lire par ici. Le rapport PISA, en 2006, en faisant cette étude, vous connaissez le rapport PISA, c'est une évaluation de l'ensemble des dispositifs éducatifs de l'OCDE. On voit qu'il y a un lien qui apparaît entre les performances en sciences et la sensibilité aux problèmes d'environnement. PISA ne parlait pas encore de développement durable, mais s'était intéressé à l'éducation à l'environnement, et donc aux questions d'environnement. Et on voit qu'il y a des pays qui allient à la fois des performances en sciences et une grande sensibilité aux questions d'environnement. En fait, les deux sont liés, sont complètement liés. Parce que là, c'est juste un tableau, mais l'ensemble de l'étude le montre. Dans d'autres pays, groupes de pays, c'est davantage les performances scientifiques qui sont mises en avant et beaucoup moins la sensibilité environnementale. Et puis d'autres pays ont ni l'un ni l'autre. On voit que la position de la France, qui se situe là, se situe légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce lien entre éducation scientifique et éducation sensibilité environnementale est très fort. Le rapport PISA va plus loin puisqu'il va aussi sur les questions de genre. On peut différencier le rapport des garçons et le rapport des filles à ces questions-là.
Les filles sont plus inquiètes en général sur les questions d'environnement que les garçons. Autre repère que l'on a. Déjà, on a l'ensemble des défis qui sont posés par la stratégie nationale de développement durable. Cette stratégie en propose 9, donc on peut reprendre, hein, c'est la stratégie qui est actuellement en cours de discussion, mais qui va être certainement retenue sur cette partie-là. 9 défis qui se posent à nous. Et on peut poser des questions en termes de défis. On peut faire référence aussi à un ouvrage très intéressant sur cette question de François Gros, que vous connaissez certainement tous, parce qu'il a fait de nombreux rapports hein, sur l'état des sciences de la vie en particulier. Et il a traité dans un livre récent, l'année dernière, les rapports qu'il y avait, ou la contribution possible de la biologie en général, hein, pas simplement en termes d'éducation, donc la biologie de recherche, par rapport à l'idée de développement. Il en cerne 3 contributions principales, qui sont celles de la santé, celle de l'agriculture et liée à l'idée de nutrition, et celle d'environnement, dans lequel il met les questions d'énergie, les questions de biodiversité. Donc 3 contributions majeures de la biologie à ces défis. On peut regarder si c'est présent ou pas, et de quelle manière c'est présent ou pas dans les programmes actuels. Je ne vais pas faire ce travail-là. Mais je vais prendre l'exemple de la biodiversité, sans m'étendre sur ce qu'est la biodiversité, parce que Emmanuel Porcher va le faire dans quelques minutes, et c'est une spécialiste de la question. On pourrait partir de ce genre hein, de constat. Hein, voilà, comment se fait-il que dans une zone de campagne, quelques kilomètres l'une de l'autre, on ait une telle différence alors, de biodiversité prise dans le sens de la diversité des espèces floristiques ici, mais ça peut être une question de départ hein, qui est très facile à faire, qui sont dans mon département, les deux, et vraiment à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. C'est un problème de gestion du milieu. Donc là, je passe parce qu'on va en discuter davantage. Mais qu'est-ce que peut apporter le cours de sciences de la vie à cette idée de biodiversité? J'ai simplement remis le schéma hein, qui est classique et que l'on retrouve partout. C'est la biodiversité, ça recouvre la diversité génétique, la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes, la diversité des biomes. Et ce qui intéresse les scientifiques, ce sont les flèches, c'est-à-dire les interactions qu'il y a entre ces différents niveaux. Une des premières choses, c'est de comprendre les échelles de complexité. Je crois que c'est quelque chose d'important que peut-être avec difficulté aucune autre discipline en tout cas pourrait traiter vraiment frontalement la question de la complexité. Le deuxième apport possible des SVT sur cette question, c'est comprendre comment les mécanismes génétiques contribuent à créer la diversité. Mais aussi après, quelles sont les conditions de sa réalisation. Et qu'est-ce qui fait qu'actuellement il y a érosion de la biodiversité, car ce n'est pas la biodiversité en soi qui pose un problème du point de vue développement durable, mais c'est l'accélération de son érosion. Là, les SVT ont quelque chose à apporter pour permettre de comprendre ça. Les SVT ont également pour permettre de comprendre les niveaux de vulnérabilité qui existent, par exemple, au niveau des espèces. Souvent dans les médias, on dit, voilà, telle espèce est en voie de disparition, est en danger, etc. Mais c'est asséné de cette manière-là, sans que l'on précise si c'est un risque en termes d'une génération ou deux, ou si c'est un risque en termes d'une centaine ou 200 ans, voire plus loin. Et la situation est complètement différente, et l'intervention politique sera également très différente. Enfin, les SVT permettent de comprendre de façon plus fine, et je vais y revenir, les interrelations et les interdépendances. Mais ça doit mettre, cette compréhension, elle ne peut exister que sur un point de vue purement intellectuel, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut en même temps, on propose en tout cas en même temps, de mettre en place des actions réelles et effectives dans les écoles. En tout cas, très certainement au collège. Au lycée, la question se pose peut-être de façon un petit peu plus compliquée et différente, mais certainement au collège. Par exemple, sur cette question-là, on peut très bien mettre en place des jardins partagés, hein, ce qu'on appelle les jardins partagés, c'est socialement partagé, où on peut mettre en place des jardins patrimoniaux,
Les écoles peuvent participer à la réalisation de trams vertes, que ce soit en ville ou pas en ville. Les écoles peuvent participer, quand je dis école, c'est au sens large, hein, école, collège, peuvent participer à des programmes de recensement floristique et faunistique. Les élèves peuvent participer à des relevés phénologiques, c'est-à-dire les transformations qui se produisent dans les rythmes biologiques. Et ils peuvent participer aussi à une nouveauté qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la création des observatoires nationaux, il y en a déjà quelques-uns qui existent, mais surtout les observatoires régionaux de biodiversité qui sont en cours d'élaboration. Là, il me semble que les écoles ont un rôle important à faire, encadré là, sur cette question-là, par un enseignant de SVT. Et il pourrait être intéressant, c'est une question que je pose, de retrouver l'élève comme amateur éclairé, puisqu'en fait, d'une façon pratique, mais le muséum pourrait nous le confirmer, il n'y a parfois pas assez de chercheurs ou de spécialistes à disposition, de naturalistes à disposition pour faire ces recensements. Donc la mobilisation de la population qui existe mobilise également des populations scolaires, avec un grand intérêt. Là, par exemple, là, sont les coupes qu'on trouve très fréquemment sur l'abondance des oiseaux. C'est des coupes qu'on trouve extrêmement fréquemment, mais il pourrait être plus intéressant d'être aussi dans un rapport d'action par rapport à ça. Mais cette idée de pilotage de la biodiversité, je reprends le terme de pilotage, c'est-à-dire gestion à la fois positive ou négative de la biodiversité dans son ensemble, a certaines implications. Là, je vais prendre simplement évoquer, je prends l'exemple du moustique parce que c'est moins emblématique que les animaux que l'on prend d'habitude. Il y a eu des travaux dernièrement extrêmement intéressants sur la gestion des populations de moustiques en comparant différents territoires que sont la Petite Camargue et la Grande Camargue et l'ensemble de la vallée du Rhône. On a des gestions différentes, et cette gestion différente est liée essentiellement à des traditions culturelles ou même à des questions identitaires. Tout ça, je passe rapidement, ce sont des travaux que vous pourriez retrouver, qui ont associé des spécialistes de différents domaines, des biologistes et des sociologues. Qu'est-ce que montrent ces travaux? C'est que pour piloter ou gérer la biodiversité, on ne peut pas avoir qu'une entrée biologique, mais il faut prendre en compte les dynamiques culturelles, politiques, juridiques, économiques, sanitaires et biologiques. Et donc, l'idée que je veux tirer tout de suite, c'est que on ne peut pas penser la contribution des SVT si on ne la pense pas en termes d'incomplétude. Il faut absolument... la biodiversité n'est pas le précaré des biologistes et ça sera largement insuffisant. Mais ils ont des choses à dire. Deuxième point qui me paraît important, c'est l'usage des indicateurs. Et très rapidement aussi, je vais prendre l'exemple de l'empreinte écologique. Pourquoi? Parce qu'elle a un succès très très grand actuellement dans le cadre scolaire. Et dernièrement, là, j'ai reçu un document par une revue numérique qui s'appelle Nouveau Île, que je crois que beaucoup d'enseignants reçoivent. Et on faisait référence à un site qui s'appelle Planète Enjeu et qui propose d'utiliser l'empreinte écologique dans les classes. Mais en fait, quand on regarde ce qu'il y a derrière cette idée d'empreinte écologique, il y a des concepts. Il y a des concepts scientifiques. Il y en a un qui paraît relever davantage de la biologie, c'est celui de capacité de charge des écosystèmes. Il s'agit en fait d'un retournement de l'idée de population limite. Et puis l'autre concept qui est vraiment aussi l'autre pilier de l'empreinte écologique, c'est l'idée qui relève de l'économie, qui est de rareté d'une ressource, ou de la géographie aussi, qui est l'idée de ressources, pour la géographie, de rareté de la ressource du point de vue économique. Mais si on regarde un petit peu, puisque cet usage paraît simple et effectivement séduisant, voire ludique, utilisé en classe, mais si on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, en fait, l'idée de population limite, c'est une vieille idée qui remonte au XIXe siècle,
Sa première version, c'était la loi logistique du mathématicien Verhulst, 1838, hein, ce qui est vraiment très ancien, et qui a été retrouvé ou rénové ou repris par un généticien qui s'appelle Pearl dans les années 30 du XXe siècle, et qui a proposé ce modèle logistique pour modéliser les populations animales. Il travaillait sur des cages hadrosophiles, donc sur des populations isolées. Dès les années 27, dès les années 30, cette approche par les biologistes a posé problème et a été l'objet de controverses, en particulier au Congrès mondial de la population, Genève, 1927. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce congrès, il y avait des biologistes, mais il y avait aussi des démographes, et la démographie, les démographes étaient en train d'émerger et essayer de trouver leur propre autonomie. Il y a eu des débats scientifiques, par exemple entre Fischer, un biologiste, et Pearl, sur la valeur du modèle. Est-ce qu'un modèle est simplement descriptif ou est-ce qu'un modèle est prédicatif? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et ce genre de débat est particulièrement éclairant par rapport à un usage d'aujourd'hui. On peut dire que finalement, ce qu'a fait Pearl avec ses travaux, c'était une tentative de naturalisation d'une question qui n'est pas simplement biologique, mais qui est bien une question de population humaine avec tous ses aspects. Et d'ailleurs, là aussi, c'est des choses que vous connaissez certainement, mais si on regarde depuis lors, depuis ces premiers modèles, hein, début 20e, l'évolution des modélisations et de notre conception des dynamiques de population, on est passé de systèmes déterministes, ça a été évoqué aussi ce matin, à des modélisations beaucoup moins déterministes, voire chaotiques. Et on sait très bien que dans certaines circonstances, les populations proies-prédateurs peuvent suivre des schémas chaotiques. C'est le dernier schéma qui est là. Et ce qu'il y a à retenir à ce moment-là, c'est que l'évolution du système devient imprévisible. Madame Verret demandait tout à l'heure, est-ce que les biologistes proposent des seuils, mais ça sera en fait très difficile, voire impossible dans certains cas, puisque c'est chaotique et donc non prévisible. Alors, quelles préconisations pour la biologie scolaire? Eh bien, je pense qu'il est très important d'introduire les démarches de modélisation. Et là, les SVT, les sciences de la vie, ont vraiment quelque chose à apporter. Des modélisations, mais selon un mode qui est varié. Des modélisations pour décrire, des modélisations pour expliquer, mais aussi des modélisations pour révéler les problèmes. Si je fais simplement une aparté par rapport à tout à l'heure l'empreinte écologique, je ne voulais pas dire que l'usage de l'empreinte écologique est inutile, voire abscon du point de vue scientifique. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, enfin, ce genre d'indicateur permet de faire des comparaisons. Donc là déjà, c'est vraiment intéressant. Mais on peut aussi regarder si l'évolution réelle des choses correspond à ce que dit le modèle. Et c'est souvent dans l'écart qu'il y a entre ce que prédit le modèle et la réalité qu'il y a conceptualisation biologique. C'est par exemple Lirumar qui est présent dans la salle qui a montré ce genre de travaux et ce genre d'usage des modèles. Même en classe. La biologie scolaire, donc les SVT, ont intérêt, avantage à investir ces espaces d'interaction qu'il y a entre les disciplines. Pour permettre quoi? Pour permettre à chacun de ce que nous on a appelé une opinion raisonnée, de façon un peu humorique, parce qu'opinion et raison ne semblent pas aller ensemble, mais tout simplement pour reconnaître qu'il s'agit en fait de dynamique. Chacun a une opinion, mais on peut aller vers quelque chose qui est de plus en plus étayé en raison, sans jamais peut-être dépasser complètement l'idée d'opinion sur ces questions-là. Car il s'agit bien de former les publics et les futurs citoyens pour les rendre capables de juger de l'externalité négative ou positive de l'action publique. Voilà, la dernière idée que je voudrais... non, peut-être pas la dernière, alors il me reste encore quelques temps. Apporter, c'est, après l'idée d'incomplétude
en termes de contribution des SVT à l'éducation et au développement durable, ça serait l'idée d'éviter le piège du morcellement, c'est-à-dire du découpage, qui est un peu la tendance que l'on voit actuellement dans les programmes. Chacun s'appropriant une tranche du développement durable, alors que l'on voit bien avec les exemples, en tout cas c'est ce que j'essayais de démontrer, que même ce qui a l'air d'appartenir comme ça spontanément au domaine de la biologie ne peut pas lui appartenir en main propre seulement à elle. Et donc il y aurait un danger de naturalisation excessive des questions de société. Alors je propose, pour essayer d'articuler les trois pôles que je vous ai présentés tout à l'heure, l'introduction par exemple des scénarios prospectifs à l'école et penser les actions éducatives en moments différents. Il y a des moments où on va faire de l'investigation multiréférentielle, il y a des moments où on va mettre à contribution les sciences et les techniques, mais il y a des moments aussi où on va mettre en place des débats, il y a des moments où on va décider collectivement d'action, il y a des moments où on va agir et évaluer l'action, le tout en faisant référence à des valeurs explicites qui sont discutées et mises sur la table, en particulier celles de responsabilité ou de solidarité. Et donc c'est une vision non pas en découpage disciplinaire, mais en moments où les disciplines peuvent contribuer, chacune avec leur façon d'interroger leur monde et leurs compétences propres, ces questions complexes que sont les questions de développement durable. Voilà, en guise de conclusion, je pense qu'il faut accepter pour notre discipline SVT le fait qu'elle est vraiment incomplète sur ces questions-là. Et donc il y a nécessité, mais c'est vrai pour chacune des disciplines, de venir se compléter les unes les autres, donc à travailler ensemble. Il faut éviter aussi la propension à naturaliser trop facilement ces questions-là. En formation, une fois, je demandais ce qu'était la nature à des étudiants de sciences de la vie et de la terre. Pour eux, c'était une question complètement incongrue, puisque la nature, c'est même pas une question qui se pose, c'est leur domaine d'appartenance. Et puis, ne pas verser dans un effet vitrine. Le développement durable, l'éducation au développement durable n'est pas forcément l'occasion pour une discipline de montrer à tout prix quelles sont ses rubriques, ses concepts, ses notions, ses méthodes, etc. Mais c'est bien essayer de contribuer réellement à cette question de développement durable. Et donc, cela devrait obliger chacune des disciplines scolaires à identifier ce qui constitue son cœur d'activité, de méthode, et de façon d'interroger le monde. Et je crois, pour finir sur une remarque un peu critique, que la géographie a fait cet effort, et quand on regarde effectivement le programme de 5e ou le programme de seconde, il y a une très grande cohérence dans ces programmes. Les géographes ont fait cet effort, et il me semble que pour les SVT, c'est un effort qui reste à faire si on veut faire de l'éducation au développement durable. Merci de votre attention. Moi j'ai une question sur ta dernière remarque où tu dis d'éviter les vitrines. Ouais. Alors qu'est-ce que tu penses des labellisations qui se mettent en place sur les éco-écoles parce que là on ne labellise pas ce que fait une discipline mais carrément des établissements. Ah oui, alors je ne faisais pas du tout référence à ça. En parlant d'effet vitrine, il me semblait, mais c'était un peu polémique si je le dis de cette manière-là, que le nouveau programme de seconde de SVT tendait à devenir la vitrine des possibles des SVT, avec de temps en temps une justification par le développement durable. C'était plutôt à ça que je faisais allusion. Sinon, les effets de labellisation académique, il faut les regarder de façon plus précise. Tout à l'heure, Benoît a parlé d'un programme de recherche que je coordonne, qui est Éducation et développement durable, appui et obstacles, qui est un programme ANR. On regarde ce genre de choses. Et c'est appui et obstacles parce qu'il y a des choses bien et il y a des obstacles aussi à la généralisation. Ce qui nous intéresse, c'est le processus de généralisation de l'éducation et développement durable. Ce n'est pas directement le développement durable, c'est donc bien en termes d'éducation, et dans le processus de généralisation.
d'un point de vue didactique ou d'un point de vue, il y a d'autres chercheurs qui le regardent aussi, d'un point de vue plus sociologique, il y a différentes disciplines. On ne peut pas avoir une réponse en bien ou mal sur cette question. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a derrière, et c'est très différent selon les académies. Deux questions. L'une, c'est ce matin, Gérard Boulot a cité l'IST, l'enseignement intégré des sciences et techniques, qui se mettent en place dans les collèges. Et a priori, puisque tu évoques la nécessité de travail pluridisciplinaire, chaque discipline étant incomplète dans son approche, dans ses objets, est-ce que et comme à l'UMRST, vous travaillez aussi sur l'évaluation de l'enseignement intégré des sciences et techniques, est-ce que cette nouvelle forme d'enseignement permet une meilleure éducation et développement durable par une approche plurielle et conjuguée, ou au contraire, ou au contraire pas? Donc c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux creuser, ou Guy, le lien entre concept et idéologie? Je ne suis pas sûr de bien voir le lien entre ces deux aspects. Il suffit de lire les ouvrages de Guy. D'accord. Alors peut-être la première question. Alors la première question, je vais répondre un petit peu à la deuxième quand même, après. La première question sur les sciences intégrées, je ne vais pas botter en touche, mais presque. C'est-à-dire, moi, je ne regarde pas, parce que dans le laboratoire, il y a des gens qui regardent ça de façon plus spécifique, Marilyn Coquidé et d'autres. Je ne suis pas dans ce groupe-là, et donc je n'ai qu'un point de vue qui n'est pas du tout expert sur cette question-là. Mais là, c'est pareil, il me semble qu'il faut regarder de près les pratiques réelles. Il peut y avoir certainement, je suis normand mais quand même, hein, il peut y avoir des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, c'est-à-dire des pratiques de bouillie ou des pratiques de convergence. C'est ça l'idée en fait. Est-ce que c'est juxtaposé? Est-ce que c'est un affreux bouilli mélange de choses? Ou est-ce que c'est des interrogations qui convergent sur une question? Si c'est de la convergence, ça ne me pose pas de souci, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Ce que j'ai pas eu le temps, c'était pas forcément le but aussi non plus aujourd'hui, c'est qu'on pourrait regarder, et ça on a regardé aussi, quelles sont les conditions de mise en œuvre et de réalisation de ce qu'on propose là. Et effectivement, ça pose la question de l'organisation de l'école, en général, la question du temps scolaire, la question du cloisonnement temporel entre les disciplines, etc. Et les seuls espaces de convergence possibles, ce sont les espaces comme les IDD, etc., mais qui permettent de faire converger deux disciplines. Il n'y a pas vraiment d'espace pour des vrais projets. Et là, il y a une contradiction, en tout cas dans la proposition de mettre en œuvre au niveau d'un établissement. Si c'est dans une discipline ou dans une classe, ce n'est pas au niveau d'un établissement, comment on peut faire? Et donc, il y a la question de l'organisation qui se pose. Et donc, probablement la question de l'autonomie. Voilà, je botte un petit peu en touche sur la première partie de la question. Sinon, non, sur la question de science et idéologie, Guy Renard a fait tout un travail, par exemple, à propos de la génétique. On ne va pas revenir dessus, il suffirait d'aller regarder vraiment dans ces ouvrages, mais si Guy a envie de dire quelque chose, il peut, s'il a pas envie. Dans le numéro RDST, le numéro 1, il y a un article, tout le numéro est sur le savoir. Oui, tout à fait. Donc dans la nouvelle revue de didactique RDST, le premier numéro porte un peu là-dessus quand même. Ouais. Alors j'ai une question sur l'évaluation, parce que Gérard Boulot disait tout à l'heure que c'était vraiment la peine d'évaluer. Et toi, dans ta dernière phrase, tu disais qu'il fallait qu'il y ait des moments d'évaluation des actions. Alors voilà. La question de l'évaluation est vraiment importante parce que, à mon avis, c'est une période d'achoppement. Si on n'arrive pas à évaluer correctement ce genre d'éducation, très rapidement, ça va être botté en touche parce que ça ne fait pas partie à ce moment-là de la tradition, de la coutume de l'école. À l'école, on évalue les choses en termes d'éducation. Il y a beaucoup de travaux, de recherche qui portent sur les indicateurs de développement durable. Il y a beaucoup de travaux qui portent sur les actions de développement durable. On trouve des myriades d'indicateurs assez facilement sur le développement durable. Mais ce qui manque, ou ce qui manquait, ou ce qui manque encore, c'est des indicateurs éducatifs.
Et j'ai posé avec des collègues cette question-là. On a un peu, beaucoup travaillé dessus, réfléchi. Ça ne peut pas être en tout cas une évaluation en termes de notes ou de savoir acquis ou non acquis, hein, de choses comme ça. Mais c'est bien en recherche d'indicateurs qu'il faut poser ces questions-là. Et donc avec un point de vue un peu dynamique. Là encore, c'est pas en acquis ou non acquis, c'est voilà, est-ce qu'il y a des compétences qui se développent, etc. Et donc on peut trouver des indicateurs éducatifs, on en a comme ça listé 13, je crois, de mémoire, et puis à ces indicateurs correspondent derrière des compétences. Et donc si on pose en termes de compétences, oui. Dans une publication que j'ai faite à Genève, au congrès de la REF dernièrement. Moi, je voudrais vous Ça travaille en cours. Hein, travaille en cours. Je voudrais vous remercier d'avoir évoqué la capacité de charge, qui est typiquement une vision déterministe que je dénonçais tout à l'heure, et qui fait couler beaucoup d'encre, puisque je vous rappelle quand même que le commandant Cousteau expliquait que la capacité de charge étant dépassée, il fallait éliminer 350 000 personnes tous les je ne sais combien, ce qui quand même laisse rêveur pour un défenseur des baleines. Donc je crois que ça c'est très important. Et de même d'avoir discuté l'empreinte écologique, parce que vous avez raison de dire que c'est et ça a été créé pour cela au départ, une bonne façon de comparer. Autrement dit, il y a plusieurs types d'indicateurs, dont des indicateurs, je vais dire, presque destinés uniquement à faire réfléchir par des comparaisons, enfin de communication, on va dire. On en a fait un indicateur de tout autre type. Et par exemple, j'ai entendu des collègues m'expliquer que les modèles des pays dans le monde, à cause de leur empreinte écologique, c'était le Burkina Faso, la Bolivie et le Bénin. Alors évidemment, la géographe que je suis bondit au plafond, hein, parce que peut-être qu'on y protège la forêt et encore, mais il est sûr qu'on n'y aide pas les hommes à mieux vivre. Donc il faut faire attention à ces aspects. Je suis entièrement d'accord avec vos propos, et se reprend le modèle proposé par Pearl. Je crois qu'il prédisait une population limite humaine d'1 milliard d'habitants en l'an 2000, je crois. Et donc, bien sûr, on n'est pas 1 milliard, on a dépassé l'an 2000. Mais là, c'est l'écart qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça ne répond pas à la situation, on va dire, idéale d'une population isolée, comme les drosophiles dans une cage? Et sur une dernière remarque qui me vient à l'esprit sur l'idée d'indicateur, comme l'empreinte écologique, hein, ce que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas démonter son caractère de scientificité. Il y a des modèles et des concepts scientifiques derrière qui sont à discuter, qu'on peut chercher à démonter. Il a un usage, mais ce n'est pas quelque chose qui donne... C'est pas une mesure objective des choses. Un indicateur est toujours quelque chose qui est à discuter et qu'on ne peut pas prendre comme ça. N'importe comment, en tout cas.